Donc, bon matin à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à l'Ozo présente samedi d'apprendre la composition. Notre conférencier aujourd'hui, M. Jean Bruno, donc photographe depuis 1971 et occupe plusieurs emplois reliés au domaine de la photographie. Donc, de retour chez l'Ozo depuis 2016, Jean est un formateur enthousiaste et créatif qui ne demande qu'à partager ses connaissances. Il se spécialise surtout en photos sous-marines, immobilier, photos de nuit et photos dentaires. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Je vous laisse avec Jean. Merci. Bonjour tout le monde. Bon matin. Samedi matin, tout le monde est ici. C'est bon. Je me présente, Jean Bruno. Comme elle dit, j'ai commencé en photo en 1971. Et c'était pénible au début. On n'avait pas ce qu'on avait aujourd'hui, mettons, accès à l'information comme on a. Les premières compositions, vous ne les verrez jamais. Les premières photos que j'ai faites, vous ne les verrez jamais, c'est des poubelles. L'apprentissage fut dur. Je suis honnête avec moi, je ne les montre pas. Ce que j'ai remarqué avec le temps, par contre, comme elle l'a dit, je fais de la photo sous-marine énormément. Mais peu importe, vous allez voir un amalgame de photographies de différents types. Pourquoi j'ai fait le melting pot comme ça? C'est pour vous montrer que la composition, ça s'applique à tous les genres de photographies. Mais principalement, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la photo de portraits de gens. Et ça, j'ai récemment fait un jugement de concours pour Météo Média. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé, mais la chose qui est revenue le plus souvent, c'était techniquement, les photos étaient impeccables. Il y a des belles, parce que la technologie qu'on a aujourd'hui nous aide beaucoup à réussir nos photos. Vrai? On est d'accord là-dessus. Ce qui manque beaucoup, c'est la composition. Les gens avaient des sujets fantastiques, mal composés. Et quand tu es juge, ça me brise le cœur des fois de choisir une photo qui est peut-être moins attrayante dans l'ensemble, mais qui est mieux composée, parce que ça fait partie des éléments qu'on doit choisir en tant que juge. Donc, le but aujourd'hui, c'est vous donner des indices, mettons, pour comment composer les images. Bon. La composition, finalement, c'est l'art de bien disposer ces éléments dans le cadrage qu'on a, le viseur qu'on a aujourd'hui, l'écran de votre téléphone, s'il faut. Il y en a qui font de la photo avec ça. Ça ne vous empêche pas de bien cadrer avec ça. Donc, ici, vous avez quelques règles là, qui vont apparaître, mettons, dans le cadrage. Vous voyez, ici, il y a ce qu'on appelle la règle des tiers et la spirale d'or qu'on appelle. Ça peut paraître compliqué au début, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on répète ce motif-là dans notre tête, ça devient un automatisme. Là, je n'ai pas ces trucs-là sur ma caméra, c'est juste dans ma tête que je compose. L'élément humain. Combien de fois on voit des photos, le sujet il est planté dans le milieu ici, comme ça ici. C'est un gaspillage d'espace. C'est un gaspillage d'espace dans le cadre comme tel. Vous voyez la photo qui est à votre droite. J'ai mis les gens dans le coin en bas ici pour donner de l'espace à la scène comme telle, mais aussi vous donner une échelle. Donc, l'élément humain fait partie de la composition dans cette situation-là, pas parce que c'est le sujet principal, mais pour vous donner une échelle comme telle. Il faut prendre en considération des fois que on est tenté dans la photo de paysage d'attendre que les gens disparaissent du paysage avant de prendre notre photo. Mais souvent, ça donne une échelle. Comme ça ici, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est les chutes Montmorency. Mais si j'enlève les gens de la photo comme telle ici, on n'a pas l'essence de l'échelle, comme en gros est-ce que c'est. Donc, les cadrages naturels, ça c'est les cadrages naturels que vous photographiez à travers une fenêtre ou un cadrage de porte ou un truc comme ça ici. Donc, comme ça ici. Vous voyez que là, je me suis servi du cadrage de la porte, ici, pour faire mon cadre naturel. Et ici, c'est un petit taxi à Cuba. Je me sers de la fenêtre pour cadrer l'autre véhicule comme tel. Et là, ici, j'ai une fenêtre rustique pour donner sur un bâtiment rustique. Donc, j'ajoute des éléments, des cadrages naturels. C'est un genre de mon passe-partout virtuel. Alors, ça, je recherche beaucoup ce type de photos-là, quand c'est possible. Dans ce cas ici, je me sers de la caverne comme mon cadrage naturel. Et ici, du dessous du bateau, en fin de compte, du gouvernail du bateau, pour cadrer mon plongeuse, dans ce cas ici. Donc, les règles principales, en passant, je suis un modèle interactif. Donc, si vous avez des questions, me levez la main, je vais répondre. Le nombre d'or, la règle des tiers, la diagonale, les points de fuite et les textures et les motifs, c'est les règles principales de la composition.
On va jouer soit des fois simplement avec la lumière. Et ça ici, c'est la spirale d'or qu'on appelle. Donc, elle est un carré parfait ici, un rectangle, un autre rectangle, et ça se diminue jusqu'à temps qu'on ait le plus petit dans le centre comme tel. On se sert de ça pour surtout les fleurs, les éléments qui ont une composition en spirale. Celle-là ici, c'est la règle des tiers. C'est la plus utilisée en photographie, mais il y a beaucoup d'appareils photo qui ont ça. Dans le menu, on peut imposer un quadrillage dans le viseur, ce qui nous aide à mieux composer au début. Ce qui permet en même temps aussi de garder les lignes droites. Les points jaunes que vous voyez, c'est les points forts d'une image comme telle. Donc, selon la règle des tiers, si vous disposez un élément dans une des jonctions des points jaunes, c'est les éléments forts, la position forte. Vous allez voir, ça va être répétitif. Il y a la diagonale aussi. Donc, quand vous avez des sujets, ça peut être dans la nature, des gerbes de blé qui s'en vont comme ça. Ici, si on les met en diagonale comme ça, ici, on met de la dynamique plutôt que de les mettre en rang bien droit. Et on a les points de fuite qui peuvent se joindre avec la diagonale. Tous ces éléments-là peuvent s'interchanger dans la composition comme telle. Il y a aussi, dans les triangles, mettons, si vous avez une vallée, une montagne, etc., bon, ben, de placer la jonction des deux montagnes dans un des points forts de la composition, ça va vous aider. Là, c'est juste des lignes sur un tableau noir. C'est pas... c'est pour illustrer les types de règles. Celle-là, c'est la plus vieille, oui? Celle-là ici? Non, c'est une variante sur la règle des tiers. Mais quand on a, mettons, des lignes convergentes, comme une vallée, c'est plutôt mettre la vallée dans le milieu. C'est le genre de faire la vallée comme ça ici, puis comme ça ici. On peut mettre un flanc de la montagne comme ça, ici, l'autre flanc de la montagne ici, pour laisser un espace. On va parler aussi d'espace négatif. Quand je dis négatif, c'est pas négatif dans le sens mauvais. C'est la contrepartie du positif. Comme une pile a un côté positif, négatif. Le côté négatif n'est pas nécessairement mauvais, c'est juste l'opposé du positif. Donc, cette règle-là, c'était conçue par les Grecs. Ça fait des lunes, bien avant la photographie. C'est utilisé beaucoup dans l'architecture, dans la peinture, puis maintenant dans la photographie jusqu'à un certain point. Si on voit ici, comment l'image, on se rend au sujet simplement en suivant la courbe de l'image. Même chose ici. Donc, je m'amène vers mon sujet principal. Et vous voyez, il y a une diagonale comme ça ici, qu'on sent la même chose. Donc, dans cette direction-là. Et vous voyez, on sent le sens naturel de la spirale. Donc, se servir des courbes pour nous amener pour voyager dans l'image. C'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous avez des éléments, comme ça ici, on sent la spirale ici, comme ça. Et bon, c'est pas nécessairement tu t'envoies le centre comme ça ici, puis d'avoir le sujet qui part de là, puis qui s'en va comme ça ici, mais c'est comprendre le sens qu'on peut se servir d'une ligne qui courbe pour amener vers le sujet principal. Même chose avec les bijoux. Donc, il y a une courbe dans l'image qui nous amène vers le sens. En passant, quand on regarde une image, j'en vois qui prennent des notes comme telles. Quand vous lisez un journal, un magazine ou quoi que ce soit, où est-ce qu'on part? On part tout le temps de ce côté-là ici. OK? À moins d'être, mettons, d'une communauté arabe où on commence par le bas. Mais généralement, on fait notre lecture à partir de là. Donc, le point fort, souvent, on va essayer de le mettre dans ce coin-là. Ici, on sent les courbes qui nous amènent vers ça ici, dans la texture du bois. Vous voyez la texture du bois, ça nous amène comme ça ici. Ça aurait été plus simple de faire le violon en une seule photo, mais ça aurait brisé la composition. Donc, les deux côtés étant identiques, je prends juste le moitié. Ça me permet d'être plus proche, plus de détails dans une seule photo que de reculer et montrer moins de texture. Ici, on sent, c'est la courbe de la lunette qui m'amène vers le mot lecture comme tel. Et vous voyez la position du macareux, moine, ouais, ici. En passant, cette photo-là, 10h30 le soir, j'en suis très fier. Une combinaison. Le 21 juin. Pardon? Le 21 juin? Non, à la mi-mai.
à la Mimim en Islande. Donc mais il fait quand même noir. Il fait quand même noir. Je vous le jure. Mais c'est une combinaison. C'est une photo au flash en plus. Donc, j'ai fait 3 éléments. Je débarque un peu de la conférence, mais c'est important. J'ai monté les ISO à 1600 sur mon appareil. Ça se comporte très bien. J'ai pris j'ai sorti le flash et j'ai mis la synchro lente. Vous avez tout ça sur vos appareils, ce qu'on appelle le slow sync. Donc, il me permet de préserver la lumière ambiante. Après ça, j'ai modéré la puissance de mon flash parce que le flash était trop fort. Donc, j'ai réduit la puissance de mon flash pour juste faire du remplissage comme tel. C'est ce qui me donne le résultat comme tel. Le flash, c'est pas votre ennemi en passant. Moi, j'aime bien travailler au flash. C'est le flash intégré ou flash Cobra? Non, c'est un flash Cobra. Donc, la règle des tiers, celle-là, c'est la plus utilisée en photographie, de loin. Puis ça va même, comme je disais, dans ce grillage-là, on l'a sur beaucoup d'appareils intégrés, même des appareils compacts qui l'ont. On peut l'afficher sur l'écran en arrière. Ça me permet de, si vous regardez la composition dans la ligne comme telle, et comparativement à la spirale d'or, et si vous regardez, les deux se rejoignent pas mal au niveau de la composition. Donc, même en plongée sous-marine, quand je fais de la photo sous-marine, je compose. Il faut tout le temps penser en termes de composition, pas recadrer dans l'ordinateur. Je sais qu'on peut le faire, mais c'est de la paresse, ça, à un moment donné, et ça gâte la photo. Ça réduit la résolution aussi. Quand on coupe. Oui, oui. C'est moins un problème aujourd'hui quand on est rendu avec des caméras chez Canon à 50 millions de pixels, chez Nikon à 36 millions. On a de la place, mais c'est pas une raison. Donc, c'est toujours mieux de cadrer. On est plus fier de soi quand on a bien cadré, d'ailleurs. Je peux vous dire personnellement, plutôt que de recorder une image dans l'ordinateur. Pas que je le fais, là. Pas que je le fais pas. Il va m'arriver à l'occasion de recadrer une image pour des fins, mettons, pour un magazine ou une colonne ou un truc comme ça. Ah, ici. Encore là, même bien que le sujet n'est pas ici, comprenez la spirale comme telle. Donc, mais ça fonctionne aussi, ça règle des tiers comme telle. Expliquez-moi. Pardon? Expliquez-moi pour la règle des tiers pour ça. Bon, la règle des tiers, c'est la jonction des points comme telle ici. Si vous regardez la scène brumeuse, le chemin est dans le bas de l'image. Donc, j'ai divisé mon image en jeu de tic-tac-toe, littéralement. Et c'est les points de rencontre des sections. Donc, c'est la section du bas, le plan avancé, intermédiaire et arrière. Okay? Donc, et puis, cette jonction-là, ici, je mets mon sujet, mon point d'intérêt ici. Si je le mets dans le milieu, ça peut être intéressant dans certains cas, mais ce n'est pas l'idéal. Si je prends un portrait, comme ça ici, mais mon sujet est planté dans le milieu. Ouais. Dans la règle des tiers. Si je le recule, comme ça ici, c'est un portrait plus intéressant. Donc, j'ai mieux disposé, je laisse l'espace. Il regarde dans cette direction-là, je laisse de l'espace comme tel. Puis, que je pourrais faire, c'est de le mettre tout le temps dans le mode vertical. Ce que j'ai remarqué dans les portraits, souvent, le sujet, il est non seulement comme ça ici, mais la tête est ici, comme ça ici. Fait que cette partie-là qui est gaspillée, puis ces parties-là qui sont gaspillées comme ça. Un sujet, quand vous composez une image avec un portrait, les yeux dictent votre composition. Le sujet regarde comme ça, ici, vous devriez laisser de l'espace en avant pour que le sujet regarde dedans. Mais pas le mettre dans le milieu. Donc, tout simplement de le déplacer comme ça ici. Et puis, ça, c'est la version complète. Et vous voyez aussi que le fond arrière ajoute à la composition. Le fond donne le tempo à la composition. Et si vous remarquez ici, il est dans la règle des tiers. Et cette partie-là, ici, dans la règle des tiers, mais le point d'intérêt, il est dans la jonction des tiers. Si je le mets dans le milieu à ce moment-là, j'ai un fond qui déborde des deux côtés. Oui, ici. À l'intérieur d'un tiers comme tel. Et vous voyez, plutôt que de la laisser en plein milieu de l'image, je laisse un peu plus bas dans la scène comme tel. Et ça ici, c'est l'espace négatif que j'appelle. C'est pas de l'espace qui est avec plein de détails. Il faut éviter des fois de surcharger nos images. Ça aussi, des fois, il y en a qui auraient coupé comme ça ici, puis là, il aurait mis de la roche. Pas intéressant, la roche, comme telle. L'eau, ici, qui est au-dessus de l'avion, rajoute de la profondeur, une impression de profondeur comme telle. Donc, quand vous asseyez un sujet vers le bas de l'image, vous donnez une impression de profondeur ou de hauteur, dépendamment dans ce cas ici, c'est de la profondeur. OK. Et on sent,
Si vous faites un quadrillage comme ça ici, donc les points traversent 2 points en diagonale. Et ici, je suis en plein dans la jonction d'un... Et ça ici, c'est l'espace négatif. Mon sujet principal étant ça ici. Si je le mets dans le milieu ici, on voit tout de suite comment ça gâte la scène. Non. Ici, j'ai deux. Dans cette situation-là, j'ai un bonhomme qui marche. Généralement, si vous avez quelqu'un qui marche, je le mettrais là, ici. Mais le fait qu'il est positionné là, ici, ajoute au mystère de la brume comme tel. C'est qu'il sort de la photo. Il est quand même dans un tiers. Et vous voyez, j'ai un point de fuite aussi qui me rallie visuellement vers le fond de la scène, comme ça, ici, dans un autre tiers. Bon. Ça, c'est un classique. Paf, la queue de la baleine directement dans le tiers. Si je l'aurais mis dans le milieu, la queue, pas la queue, mais cette partie-là serait vraiment sur le bord de l'image. Même chose ici. Si je fais un quadrillage, on s'aperçoit que cette partie-là est dans la ligne du tiers en haut. Donc, c'est des règles qui sont faciles à suivre. Juste à visionner un jeu de tic-tac-toe dans votre viseur comme tel. Et puis, vous allez vous habituer ou encore, prenez les images que vous avez déjà sur l'ordinateur, puis recadrez-le de façon à mettre la règle des tiers en fonction. Pour vous habituer. C'est simplement une habitude, oui. Par exemple, celle-ci, est-ce que vous l'avez recadrée ou vous l'avez vraiment pris? Elle est comme ça. Ouais. Et c'est pas toujours facile. Des fois, je vais faire des recadrages parce que si on est sur un zodiaque, comme ça, mais ça se limite à redresser l'horizon. C'est les gros bateaux d'observation, c'est moins critique, mais l'eau est calme, donc ça a bien été. Mais des fois, ça, c'est dans la baie de Fundy. Un autre, je bifurque 2 secondes, là. Si vous voulez faire de la photo de baleine, c'est important de s'informer du type de baleine que vous allez photographier. Ça, c'est des baleines franches d'Atlantique noir. Ils sortent tout le temps la queue quand ils plongent. Bon, le rorqual commun ne sort jamais la queue. Fait que si vous allez à Tadoussac, principalement, c'est du rorqual commun. Fait que si vous aimez les dos de baleine, yeah! Mais si vous voulez avoir des queues de baleine, il y a beaucoup moins de baleines qui sortent la queue. Dans la baie de Fundy, il y a ce type de baleines-là qui viennent se reproduire l'été. Vous avez de la baleine à bosse qui sort la queue, il y a la baleine bleue qui sort la queue, il y a du cachalot qui sort la queue. Puis il y a des dauphins comme de la mouche noire en Abitibi. Travaillez-vous en rafale quand vous faites ça? Toujours. Coûte pas cher le numérique. J'ai été élevé avec du film, moi. On était très mollo sur le moteur. Est-ce que je me serais beaucoup trompé si j'avais essayé de placer la queue de la baleine dans les deux points supérieurs? J'aurais eu tendance à occuper 2 points forts plutôt que juste un. Non, ça aurait été bon. C'est juste que je la tasse un peu comme ça ici pour lui donner un sens. Elle s'en va dans cette direction-là. Comme de même que si je prends celle-là ici, c'est évident qu'elle s'en va dans cette direction-là. Fait que j'ai tassé plus ce côté-là. Pour celle-là, ça va, mais pour l'autre, j'aurais vraiment eu tendance à occuper les 2 points du haut. En tout cas, c'est juste. Oui, non, mais il y en a un ici, puis l'autre est sur l'autre bout de la... Donc ici, la baleine ici, le voilier qui est dans un des tiers, comme ça ici, la ligne n'est pas tout à fait dans le tiers. C'est pas une règle, il ne faut pas sortir son tape à mesurer puis commencer tout le temps à dire, bon, il faut au pouce près, là. C'est pas une science exacte, c'est juste un indicatif, mettons, de disposer des éléments comme tels. L'Inukshuk, ben ça, c'est là, j'ai le contrôle sur la situation. C'est à moi de me positionner où ce que je dois. Donc, on travaille de monde animalier. Excusez-moi, mais la règle des tiers, quand vous avez un vol d'outade qui passe, là, on y pensera, on prend photo, puis après ça, on deal avec, là. Donc, dans les portraits, vous voyez, ici, le tiers est comme ça, ici. Le point de convergence est dans un des tiers comme tel. Vous voulez dire la ligne verticale? Oui, c'est ici, bon. Oui, à gauche, Oui, à droite. à droite. La ligne verticale? Oui, la jonction du haut ici, celle-là ici. Oui. Souvent, dans les portraits, quand vous avez un angle quelconque, comme ça ici, ça vous donne... Excusez-moi. Il y a tout le temps un œil prédominant, comme tel. Vous allez avoir un exemple avec un poisson tantôt. Si je vous regarde comme ça, ici, c'est l'œil qui est prédominant. Fait que c'est lui qui devrait être le centre d'intérêt de la composition.
Donc, on a vu des bijoux tantôt. Celle-là ici, ça irait dans les deux sens. Je pourrais prendre la spirale pour composer ça et je pourrais prendre la règle des tiers. Mais le centre d'intérêt, le bijou comme tel, la chaîne nous amène vers le bijou. C'est plutôt que de mettre tout simplement droit comme ça ici, comme un pendule. Le trépied. Bien que ça ne fait pas partie des... Peut-être une question. La spirale de composition peut fonctionner autant d'un bord que de l'autre? Absolument. Absolument. C'est de prendre les éléments, surtout ceux qui ont des courbes dedans, un sens de courbe, et de se servir de cette... Comme on va prendre une fleur. Généralement, une fleur, si on la prend dans le centre, c'est un rond comme tel. Si on la déplace sur le côté, on sent qu'il y a un sens de spirale dedans. Si vous regardez les tournesols de proche, vous allez voir la spirale est évidente dans le centre de la fleur. Pourquoi le trépied? Parce que quand j'ai un trépied, ça me ralentit. Et même en plein jour, si je fais de la photo de paysage, je suis toujours sur un trépied. Pourquoi? Parce que ça me force à faire une bonne composition. Ça me ralentit. Mon cadrage, si j'ai une ligne d'horizon qui n'est pas droite avec un trépied, franchement, je devrais lâcher ce métier-là. Donc, pour moi, un trépied, c'est pas comment haut il monte, parce qu'il est rarement à pleine hauteur, c'est comment bas il va descendre. Vous voyez, celui-là ici, ce que j'admire de ce trépied-là, il est tout bas. Les pattes sur un trépied devraient se descendre le plus bas possible. Donc, pour faire la photo au ras du sol, etc. Et vous allez voir tantôt comment c'est important de descendre son point de vue comme tel, parce que trop souvent, je vois les gens faire bon, ça, c'est le touriste typique. Comme ça ici. Non. Non. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a prendre la photo en verticale. Il y a aussi se mettre plus bas sur le sol. Si vous mettons... si je prends un appareil photo classique, comme ça ici, je le mets comme ça ici. Je vois monsieur en bleu, la troisième rangée en arrière, mais je ne vous vois pas les deux premières rangées. Si je descends ma caméra ici, j'ai tout le monde. Donc, mon point de vue est important. Puis trop souvent, les gens ils font comme ça ici. C'est comme si c'était à la fin du monde. Là, que c'était la dernière chose qu'il faut faire, c'est cadrer vertical. Pas vertical, mais horizontal comme ça. Trépied, deux choix dans les trépieds comme ça de tête. La tête à rotule qui est ici, qui est ma préférée. Sauf si je fais de l'architecture à ce moment-là, je prends une tête comme ça ici, parce qu'elle s'ajuste plus précisément. Mais pour voyager, la tête à rotule prend beaucoup moins d'espace. Et puis la photo de nature aussi, ça s'ajuste beaucoup plus rapidement. Une chose qui est importante dans la nature, très peu de lignes droites. En photo sous-marine, c'est la même chose, on a très peu de lignes droites. Fait qu'on peut... Je ne suis pas obligé d'être comme ça ou comme ça. Je peux être de même. Exactement. Donc, si vous photographiez des fleurs, ça ne sert à rien d'avoir un niveau. Vous n'avez pas de ligne de référence, vous êtes sur la fleur comme ça ici. On peut se mettre de diagonale ou quoi que ce soit. Donc, il y a de la flexibilité. Cadre déclencheur, parce que souvent, vous avez un beau cadrage, tout, qu'est-ce qui va ruiner, c'est parce que vous avez une longue exposition, vous déclenchez de sa caméra, vous faites bouger la caméra comme tel. C'est juste une question. Celui-ci ici, il y a ce qu'on appelle un truc pour faire des longues expositions, puis des intervallomètres aussi. Donc, c'est des trucs qui sont intéressants aussi au niveau de la composition. J'ai une photo, elle n'est pas dans cette présentation-là, mais c'est des éoliennes. Et avec l'intervallomètre, j'ai dit 60 photos consécutives à 2 secondes d'intervalle. Et puis après ça, j'ai écrasé toutes les photos ensemble pour faire une éolienne avec 60 pétales différents. Comme tel. Ça donne une marguerite. Alors, si je n'avais pas de câble déclencheur, donc au moins la télécommande. Et au niveau du recadrage comme tel, c'est là que les objectifs commencent à prendre leurs importances. Donc, c'est la même photo, recadrée de façon différente. Et puis là, en parlant du trépied, c'est une exposition de 30 secondes. Quand on dit qu'une tortue, c'est lent. Donc, 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? Parce que je voulais avoir l'eau comme étant une mousse, littéralement. Vous voyez, c'est la même image recadrée de façon différente. Dans celle du coin à droite, en haut, j'ai mis l'emphase directement sur les tortues, comme tel ici. Ici, j'ai les tortues dans leurs environnements, comme tel. Donc, j'ai changé la dynamique de la photo, simplement en recadrant mon image. Et en passant, c'est ça. Les tortues viennent sur la plage pour passer la nuit et dormir. C'est assez unique, c'est sur l'île d'Hawaï.
Et ils font ça parce que dans ce coin-là, il y a énormément de requins, des requins tigres. Et leur source d'alimentation préférée, c'est les tortues. Donc, et c'est assez cruel comme tel parce qu'ils bouffent juste les extrémités, la coquille, ils ne peuvent rien faire avec, hein, la carapace. Et comme ce n'est pas des végétariens, on leur pardonne. Donc, ici, le soleil est planté dans le milieu. Je pensais que je faisais la bonne affaire. Celle-là, je l'ai recadrée parce que, si vous regardez la composition comme ça ici, bon, là, j'ai recadré l'image beaucoup plus intéressante dans ce format-là. Oups, excusez. Beaucoup plus intéressante dans cette composition-là. Donc, j'ai déplacé le soleil. La montagne sert de contrepoids à la source qui est très lumineuse. Un autre que j'ai recomposé, ça, c'est l'image originale, qui est, mettons, dans la règle des tiers. Ici, je l'ai rendu, j'ai coupé dans le ciel, j'ai coupé dans l'eau comme tel. Toujours la même composition, le sujet est pas mal dans le centre. Ici, donc là, j'ai coupé dans le bas. Et j'ai fait plusieurs images avec. Donc, si vous avez la chance, faites ça avec les images que vous avez, les recadrer de façon à mettons, toujours travailler avec la règle des tiers, comme tel. Dans celle-là ici, on voit que le sujet est dans la règle des tiers. Pas obligé d'avoir le grillage pour le voir. Je vais enlever ça. Encore là, c'est pas nécessairement être dans le coin, mais il y a des lignes comme telles. Donc, au lieu, la plupart des gens à qui j'étais, ils ont fait la même photo que moi. C'est un atelier au jardin botanique. Et puis, ils ont tous planté la fleur dans le milieu, comme tel. Alors, c'est plus esthétique parce que ça me permet d'avoir... Vous voyez la partie jaune à votre droite? C'est ça l'espace négatif. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Ça contrebalance le poids de la fleur comme telle. Et là, donc vous voyez ici, il est dans la jonction des tiers et la ligne d'horizon est sur le tiers. Quand vous avez une ligne d'horizon, un édifice, une photo de la ville, quoi que ce soit, c'est bon de la mettre plus basse, la ville, dans le tiers du bas comme tel. Et si vous avez un beau ciel, tant mieux. Si vous avez un ciel qui est dol, qui est pourri, à ce moment, montez votre horizon, montez votre scène de ville jusqu'ici, puis laissez peu de ciel. Si le ciel n'est pas beau, pas de raison d'en montrer. Et puis, toute règle, c'est des règles, c'est pas des lois, ça se brise. Et ça, c'est des règles générales comme telles. Ouais, j'ai un beau remote qui a tout été repéré. Donc, ici, vous voyez, c'est assez en bas. Encore là, c'est l'espace négatif. Donc, ça joue. Si j'aurais mis ça dans le milieu, j'aurais pas eu le contrepoids de l'eau, du ciel dans la scène. Jardin botanique, messieurs, dames. Ouais. Ceux qui les connaissent, ils sont là en permanence. Ils sont sociales. Ça, c'est Madame Renard et bébé Renard, comme tel. Et j'ai passé 2 heures avec eux autres, donc ils sont sociales. D'ailleurs, je suis en train de faire une conférence, pas une conférence, mais un atelier sur la photo botanique. Puis on est en train de discuter, on a tous délancé des objectifs pour faire de la photo à rapprocher, etc. Là, le renard arrive, il a littéralement passé dans le milieu du groupe avec un écureuil dans la bouche. Moi, j'ai tout regardé comme donc, je suis revenu plus tard avec un 300 mm, puis je me suis donné à fond. Donc, vous voyez la composition. Donc, les bébés renards sont dans le centre, mais sont dans la ligne du bas. L'espace négatif, c'est le vert comme tel. Ici, bon, la composition est complètement différente, mais les yeux, le visage, est dans le tiers du haut. Et en bas, c'est ça qui est l'espace négatif. Alors, là, ici, déjà, on voit que l'espace négatif, c'est ça ici. Regardez la ville. Donc, ici, la partie du ciel est dans le tiers. La ville, elle prend les 2 tiers. Et le petit bonhomme, il est directement dans la jonction comme tel. Est-ce que j'ai ce grillage-là tapé sur mon écran comme tel quand je prends mes photos? Non. C'est juste, je me suis conditionné à regarder et à positionner mes éléments avant de déclencher. Puis ça, c'est des photos ça, c'est sur trépied, mais les 2 autres, c'est à main levée. C'est juste de repositionner comme tel. Oui, c'est quand je parlais de l'œil prédominant. Donc, j'ai mis l'œil prédominant. Ça, c'est une photo de nuit. C'est pour ça qu'elle fait en noir.
Mon centre d'intérêt, c'est l'œil du poisson comme tel. Lui, je l'appelle Louis Armstrong. Donc, toujours dans la règle des tiers. Et le sens de direction, donc je l'ai mis dans le fond pour qu'il laisse de l'espace pour qu'il s'en vienne comme tel. Et croyez-moi, quand vous avez des requins qui tournent alentour de vous, pensez à la composition, ça demande de la concentration. Donc, ouais, je fais comme une cascade métallique qui descend, qui passe en travers des tiers, une diagonale en même temps aussi. Bon. Et ça là, une petite histoire là-dessus. Ça, j'ai fait ça en 1982 pour une revue sur la paix au Moyen-Orient. Je pense qu'on pourrait se servir de cette photo-là encore aujourd'hui. Hein? Ouais. Pardon? En argentique. En argentique? Ah oui, plus vieux que ça, là, ça marchait au charbon, les caméras. Ah, c'est un vieux Canon avec du film noir et blanc. J'ai un bon numérisateur de diapositives puis de négatifs à la maison. Ça l'aide beaucoup parce que j'ai commencé en photo en 71. Et puis le numérique est arrivé vers les années 2000. Ça faisait comme une trentaine d'années que j'empilais des négatifs et des diapositives. J'ai une filière à 4 tiroirs de plaine à la maison, puis une de 2 tiroirs qui est de plaine, puis j'ai une étagère large comme ça. Ici, c'est juste des négatifs. Que tranquillement, les belles journées de novembre, ou comme on a eu récemment, les belles chutes de neige comme telles, bien là, je scanne des négatifs puis des diapositives pour numériser. Parce que sinon, on perd cet héritage-là. C'est un héritage. Hein, depuis quand ça fait 40 ans que tu fais de la photo, le numérique, ça a à peine 17 ans. Là, ça n'a pas 20 ans encore. J'y tiens mes images. Oui, dépendamment souvent, ceux qui développaient à la maison, ils ont des problèmes parce qu'on n'était pas très clinique dans notre méthode. Et c'est arrivé aussi, j'ai des beaux tirages qui sont maintenant tachés parce qu'ils ont été mal fixés, parce que j'étais trop pressé dans le temps. Ça nous rattrape avec le temps comme tel. Numériser. Le problème avec le numérique, c'est que si vous mettez ça sur un disque dur puis il crache, donc, faites, mettons, des sauvegardes. Mettez jamais tout au même endroit. Doublez vos images comme telles. Je parle avec expérience. Je l'ai testé pour vous. Cascadeur professionnel. Don't try this at home. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes concentré sur la photographie, vous passez du temps à réaliser des belles images. Si vous êtes en voyage, puis vous mettez tout sur votre ordinateur, comme ça ici, puis vous ne sauvegardez pas, puis vous faites voler votre ordinateur, j'ai toujours un disque dur séparé en voyage que je mets à un endroit complètement différent. Donc, je vais laisser l'ordinateur bien à vue. Comme ça, s'il me vole l'ordinateur, il ne me vole pas mon disque dur comme tel. Lui, je le mets avec le linge sale. Généralement, il ne fouille pas dans les bas sales. C'est une bonne idée, maintenant, avec les nouvelles technologies, quand on est en voyage, de les envoyer dans le nuage. Oui, il faut avoir les connexions pour le faire. C'est des fois les cafés Internet, c'est des connexions limitées. Dans les hôtels, c'est parfois carrément pathétique. Vous allez à Cuba, c'est comme... On oublie ça. Ouais. C'est à la marteau puis la pierre. Hein. Donc, celle-là ici, j'ai appliqué quelques règles. Champignon est dans la règle des tiers. Et on a une diagonale visuelle qui traverse l'image comme telle. Donc, on voit. Et il y a un sentier qui nous amène par là-bas aussi. Donc, j'ai des points de jonction qui se rejoignent ensemble. Ça ici, c'est fait avec un grand angulaire, pas une lentille macro. Donc, une des caractéristiques des grands angulaires, c'est la capacité de faire la mise au point rapprochée. Donc, c'est fait avec un 10 mm. Mon 10 mm. Puis prenez votre objectif grand angulaire que vous avez, mettez-le à la mise au point manuellement, mettez-le au minimum, puis avancez votre main jusqu'à temps que ça soit net comme ça. Ça va vous donner une référence comme telle. Mais c'est incroyable comment la mise au point proche, elle peut être proche avec un grand angle. Donc, avec un grand angle, un peu d'ouverture comme tel, ici, j'ai mis la caméra complètement au sol, j'ai avancé la caméra et j'ai pris la photo du champignon. Je suis à peu près à ça du champignon comme ça ici. Ça, c'est puis le restant, c'est la profondeur de champ. L'avantage dans la composition, c'est oui, j'aurais pu prendre un objectif macro puis cadrer comme ça ici. J'aurais dit, ah voilà, photo champignon, point à la ligne, ça s'arrête.
Ce que j'aime du grand angle, c'est que ça raconte une histoire. Quand vous êtes avec un grand angle, vous voulez raconter une histoire. Il y a un avant-plan, il y a un arrière-plan. C'est évident qu'il y a de l'espace en arrière, un champ de vision qui est très large. Donc, si je prends une photo qui m'a impressionné quand j'étais gamin, qui m'a fait comprendre l'avantage d'un grand angle, c'est une photo d'un Touareg, les hommes bleus du désert, un genre de bédouin, tout enturbané, avec un dromadaire qui tient sur son épaule, comme ça ici, la tente en peau de chèvre, la cafetière en bronze et les dunes du Sahara. Dans cette image-là, le photographe est venu à bout d'avoir le gars, son char, sa cabane, son mode alimentaire et son quartier. Donc, il y avait plein d'informations là-dessus. Tout ça à cause du grand angle, parce qu'il s'est mis en avant-plan, puis en arrière-plan, il y a tout ça ici. Donc, ici, oui, j'ai mon champignon, mais j'ai mon champignon dans la forêt. On a l'habitat du champignon comme tel. Vos objectifs, c'est vos outils. Il y a deux façons de cadrer. Si on a un objectif fixe, on s'avance, on se recule, on se monte ou on se descend de notre position comme tel. Si on a des objectifs, un choix d'objectifs, à ce moment-là, on peut se servir du zoom, puis on peut combiner les deux. Donc, l'objectif, c'est un champ de vision variable. Au fur et à mesure que vous rapprochez un sujet, vous vous rendez le fond de plus en plus étroit. On élimine de plus en plus l'arrière-plan. Plus on prend large, plus on inclut de l'arrière-plan. Cette photo-là, ce que vous voyez là, c'est ça ici. 10 mm, 200 mm. Donc, j'ai carrément changé le cadrage de la dynamique de cette image-là, tout simplement en changeant. Je n'ai pas bougé de place comme tel. J'ai tout simplement zoomé. L'objectif, plus une bonne paire de chaussures. Et quant à moi, si je serais vendeur de zoom, je vendrais tout le temps ça avec une paire de chaussures pour la symbolique. Pourquoi? Parce que c'est votre mission de vous déplacer. Juste d'avancer et de reculer le zoom comme tel, ça fait une partie du boulot. Mais si on s'avance, on se recule, on change énormément la dynamique de l'image. Et aussi de monter et de descendre comme tel. Vous voyez? Ça fait partie de mon équipement photo. Et je le déclare au gouvernement. Parce que c'est de l'équipement photo pour moi. Simplement, pourquoi? Parce que je fais beaucoup de fleurs, et comme vous avez vu, des champignons, des trucs comme ça. Donc, j'aime ça être confortable. Excusez-moi, j'ai 62 ans. J'ai passé l'âge de souffrir pour rien. Donc, en descendant la caméra, ça me permet d'avoir les fleurs qui sont en avant-plan, ce qui résulte en ça ici. Bon. Et quand je suis arrivé, j'aurais fait le paresseux, j'aurais cette photo-là ici, avec beaucoup de ciel. Donc, parce que ma caméra a commencé à voir ici. Alors, tout simplement en descendant. Le grand angle, beaucoup de profondeur de champ. La combinaison, quand vous avez un grand angle, pensez à profondeur de champ parce que vous en avez beaucoup, c'est généreux comme tel. Donc, l'avant-plan compte beaucoup. Et une caméra, ça se bouge aussi. C'est comme je disais tantôt, là. Ça avance, ça recule, ça lève, ça descend. Bon. Et le type d'objectif, vous avez les super grands angulaires qui sont généralement, dépendamment de la... Parce que là, ça se complique aujourd'hui. Avant, on a le 35 mm. Et puis, c'est un type d'objectif qu'on parlait. Aujourd'hui, on a les micro 4 tiers. Qui c'est qui est en micro 4 tiers ici? Bon, dans votre cas, ça serait un 7 mm, l'équivalent de cet objectif-là. Pour, mettons, ceux qui sont en APS-C, ça serait un 10 mm. Et sur un plein format, ou ce qu'on appelle un 24-36, ça serait un 14 mm qui couvre la même chose comme tel. Donc, ça, c'est énormément de profondeur. Le grand angulaire, qui, dans ce cas ici, c'est un zoom, c'est 17 à 35 mm, qui donne un range moins allongé. Vous avez le grand angulaire normal, 24-70, qui est généralement celui qui va venir avec votre appareil, un 18-35 ou un 12-42 si vous êtes en micro 4 tiers. Et après ça, vous avez le téléphoto. Et le super téléphoto, j'étais trop paresseux pour l'amener. C'est un 500 mm, 300 mm, c'est gros. C'est gros, c'est lourd, ça ne s'amène pas en voyage la plupart du temps. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est 200 mm. C'est pas tellement puissant, mais il est très lumineux. Donc, et puis, ce que j'ai oublié, oui, excusez. Comme vous voyez, c'est des objectifs sur lumineux. Ce que j'amène tout le temps avec moi, des Advil. Parce que le dos, là, à un moment donné, à force de voyager avec l'équipement lourd comme ça, ici, on vient qu'on a mal au dos. Après ça, vous avez les œils de poisson, ce qu'on appelle un fisheye, qui est 180 degrés. Donc, à partir d'ici, je vais tout casser, moi, aujourd'hui. On va mettre ça ici, comme ça, ici, il ne cassera rien. Si je prends cet objectif-là, ici, je prends la salle au complet à partir d'ici. Donc, vous,
tout le monde. Ici, c'est 180 degrés en diagonale, comme ça, ici. Et finalement, l'objectif macro, qui aurait pu me servir effectivement pour faire la photo du champignon, comme tel, mais ça aurait été une photo de champignon, point à la ligne. Comme... Peu importe l'objectif que j'utilise, oui? Votre macro, c'est combien de... Celle-là, j'ai amené la 60, mais j'ai une 60, j'ai une 150, j'ai une 200 macro et j'ai une 105. La 105, dépendamment de ce que j'utilise, comme en photo sous-marine, j'ai tout le temps la 105 mm. Pourquoi? Parce que je veux garder une distance. Parce qu'on est dans le courant, puis des fois, on ballotte beaucoup. L'autre chose aussi, je suis passionné des serpents. Fait que... la distance de travail est importante. Ils ne sont pas agressifs. C'est les serpents sous-marins. Oui? Si vous partez, vous pouvez apporter juste un objectif, lequel vous prenez? Si je partirais en voyage, définitivement, je considérais, mettons, un objectif, comme dépendamment du format, si je prends le 24-36, que je travaille maintenant, un 28-300. 28, vous trouvez ça assez large? Ben, j'aimerais... Tu me dis un seul objectif, là. T'es méchant, là. C'est un objectif qui est meilleur qu'un premier qui descend plus bas de 28 mm, mais donc il y a un peu téléobjectif, il y en a un. Oui. Ben, il y a, ce que je recommande pour le voyage, si quelqu'un veut s'amener juste un objectif, c'est un range, mettons, si vous êtes en APS-C, le 18-200 ou encore en full frame, en plein cadre, 28-300. Dans le micro 400, quelque chose d'équivalent. C'est genre qui donne à peu près, mettons, 75 degrés de champ de vision à 8 degrés. Il n'y a pas d'objectif qui, mettons, de 10 à... Puis s'il y en aurait un qui existerait, un 10 à 300 mm, ça serait la qualité optique d'un cendrier. C'est des formules optiques très différentes entre un téléphoto et un grand angle. Je suis d'ailleurs étonné de la qualité qu'il arrive à avoir, mettons, avec un 18-200 et un 28-300. C'est des formules optiques qui deviennent très, très compliquées. Fait que, si tu me dis, est-ce que tu amènerais deux objectifs, oui, tout de suite, je suis, mettons, en APS-C, un 10-20, puis un 18-200 ou un 17-35, puis un 28-300. L'avantage d'utiliser une lentille macro à distance par rapport à un zoom, ce serait quoi? C'est que la lentille macro, elle est conçue pour faire la mise au point proche. Donc, le zoom va vous permettre de vous rapprocher à peu près à cette distance-là. La lentille macro va vous permettre de vous rapprocher à cette distance-là. Donc, on a beaucoup plus de grossissement comme tel. Donc, et quand vous êtes en plongée sous-marine, vous voulez prendre un animal qui passe? Si, la plongée sous-marine, c'est une chose qui est bien importante en plongée sous-marine. On ne peut pas changer d'objectif. Donc, il faut prendre une décision. Et puis, une des raisons pourquoi la communauté de photographes sous-marins a changé au numérique le plus rapidement possible. Les premières caméras, on a sauté dessus, nous autres, parce qu'on ne peut pas changer de film sous l'eau non plus. Fait que déjà, transpose, ça a failli me tuer en passant, je vous le dis tout de suite, parce qu'au début, je travaillais avec du film. Transpose, je remontais à la surface, il me restait la moitié de ma quantité d'air. Je me jette une belle Nikon D100 dans son caisson avec une carte qui me donnait 250 photos à l'époque. Fait que je me suis retrouvé dans le pétrin assez vite à cause de cette situation-là. Mais pour la lentille macro, on sait qu'on va faire une plongée macro. C'est un peu comme je vous prends, on s'en va ensemble, on s'en va au jardin botanique, on s'amène une lentille macro, mais on va faire des gros plants de fleurs, c'est tout. Et c'est la distance de travail. Avec un zoom, oui, je serai à cette distance-là, surtout sous l'eau, ça, c'est énorme. C'est énorme parce que la qualité des détails elle disparaît rendu là, même en surface. Quand vous êtes à cette distance-là, vous avez peut-être le grossissement, mais vous n'aurez pas la définition d'une lentille macro à cette distance-là comme telle. Et moi, ce que je veux voir, c'est les écailles du serpent sur la tête, là, etc. Mais pas trop. Donc, les champs de vision. 180 degrés, c'est le fichier. Ça, c'est l'objectif, c'est le 7 mm en micro 4 c'est le 10 mm en APS-C et c'est le 14 mm ou 15 mm, dépendamment de 14 à 16 mm, dépendamment du fabricant de caméra. 76, c'est 28 mm et l'objectif, mettons, le 18-35 qu'on va avoir. 45, je vous regarde avec un œil, je vous regarde avec un 45 degrés de champ de vision. Donc, ça, c'est l'objectif normal. APS-C, c'est 35 mm. Micro 4 c'est un 25 mm.
un 24-36, c'est un 50 mm. C'est aussi une lentille qui est utilisée par les photographes de rue, c'est donc Cartier-Bresson, etc. Ils utilisaient beaucoup les objectifs standards. Pourquoi? Parce que ça ne rallonge pas et ça ne rapproche pas non plus. C'est une perspective qui est très normale. Ils voulaient garder une perspective qui est proche de la réalité, mais ils shootent en noir et blanc. Ça, je n'ai pas compris encore celle-là. Donc, c'est l'objectif qui est primé par les photographes de rue. Après ça, à 8 degrés, c'est dépendamment de l'objectif, c'est un 200 mm sur un APS-C ou c'est un 300 mm sur un plein cadre, comme tel. Donc, super grand angulaire, vous voyez, là, ça rallonge comme tel ici. Le grand angulaire me permet, on voit ici, le grand angulaire me permet d'intégrer plus de... Mais il n'y a pas ce sentiment de rallongement comme ça ici. Donc, si j'aurais fait la même photo avec cet objectif-là, ici, le pinacle en arrière aurait été beaucoup plus loin, beaucoup plus petit comme tel, parce qu'il aurait été éloigné optiquement. Encore là, on voit la règle des tiers. Donc, ici, l'objectif standard, vous voyez une perspective qui est normale comme tel, il n'y a pas de rallongement, il n'y a pas de compression comme tel. Si vous prenez un téléphoto, les choses paraissent plus... Donc, vous avez sûrement vu des photos de ville ou téléphotos où on dirait que les édifices sont collés un par-dessus l'autre. Ça, c'est un effet de perspective comme tel. Donc, encore là, les petites bottines dans le top du haut, la jonction avec les mains, et puis, j'ai ma courbe. L'autre ici, c'est un type de composition différente. J'aurais pu la faire avec la j'aurais pu la faire avec la règle des tiers, celle-là aussi. Donc, la règle des tiers, c'est vraiment celle qu'on devrait appliquer le plus souvent parce qu'elle est plus facile à gérer comme telle. Donc. Téléobjectif, ici, je suis dans le jungle, ça va être le 70-200, c'est modeste. Je n'ai pas besoin de beaucoup de... Ce que j'ai besoin, surtout pour cette photo-là, c'est de la luminosité, parce que je suis dans un sous-bois, comme tel. Pas parce que le sujet est excité, mais c'est juste que c'est moi qu'il faut qu'il me stabilise à un moment donné. Quand vous faites de la photo de nature, etc., c'est aussi important d'arrêter le mouvement de votre corps que de votre sujet comme tel. Donc, il faut gérer les deux types de... Et l'autre ici, c'est avec un 500 mm, donc l'avion est assez éloigné. Quand je le rapproche, visa, encore là, toujours dans la règle des tiers, comme tel ici. Vous allez voir, ça vient naturel quand on se conditionne à penser avec ça. Donc, ça, c'est avec l'œil de poisson. Donc, non, c'est pas ma mâchoire. Mais vous savez, c'est les dentiers là, qui mettent dans les boutiques de dentistes avec des pentures. J'ai déconnecté les pentures, j'ai scotché ça avec la lentille. Et puis, celui-là ici, comme on n'a pas de ligne droite sous l'eau, on peut se rapprocher, s'éloigner. L'effet de la référence visuelle n'est pas aussi dramatique en surface. Alors, si je vous montre, mettons, une photo faite avec un fichage, c'est une photo terrestre, vous avez vu vos références, vous êtes habitué à avoir un bosquet de rosiers, un poteau de téléphone, une maison. Vous dites la relation entre ce poteau de téléphone-là et la maison n'est pas réaliste. Mais sous l'eau, vous n'avez pas de référence visuelle comme telle. On n'est pas habitué à ça ici. Je peux vous dire que la partie qui est bleue, là, c'est à peu près à 3 mètres maximum. Et la portée des flashs, vous voyez où est-ce que c'est clair, là, ça, c'est la portée des flashs sous l'eau. Donc, c'est un des problèmes qu'on doit traiter sous l'eau, c'est la lumière comme telle. Là, je suis peut-être à 15 mètres de profondeur. Les flashs, 2 flashs super puissants, là, comme je vous dis, là, vraiment 2 gros flashs comme tels, n'arrivent pas à se rendre à la première rangée comme telle sous l'eau. On va éclairer, mais ça va être tout est bleu. Fait que si vous faites du portrait sous l'eau, vous travaillez en piscine ou quoi que ce soit, la distance de travail, c'est à l'intérieur d'1 mètre comme tel, pour faire du portrait. Quand vous dites ça à un photographe de portrait, il va vous dire ça va pas. Mais... La photo qu'on a vue de l'avion sous l'eau. Pardon? La photo qu'on a vue de l'avion. Oui. Que vous avez photographié sous l'eau, on voit des spots de lumière en haut. Ça, c'est la glace. C'était une plongée sous glace. Okay. Donc, il y a un trou à un moment donné, un trou dans la glace. Ça passe à travers la glace? Oui, ça dépend, parce que, genre, avec la grosse chute de neige qu'on a eue, c'est une plongée de nuit. C'est une plongée de nuit. À ce moment-là, on aura juste le trou par où on rentre. Ça peut être très, très beau. C'est vraiment un faisceau de lumière, comme on voit souvent dans les films des églises, etc. Mais au printemps, la glace elle devient très translucide. Oui? Est-ce que le focus change avec les règles? Le focus, oui, il faut faire la mise au point sur votre sujet, mettons, principal. Ça, c'est important.
Vous avez remarqué sur vos appareils photo que vous pouvez déplacer le point de mise au point comme tel. Par défaut, il est dans le centre. C'est pas l'endroit idéal pour composer parce que comme on s'entête je m'entête à vous dire de mettre les sujets en dehors du centre. Mais ça peut se déplacer comme tel. L'autre chose aussi, c'est pour cadrer, je peux appuyer sur le bouton à mi-chemin, la mise au point. Boum, il a fait bip. Là, ça veut dire que la mise au point est faite. Là, je peux recadrer mon image comme je veux. Donc, c'est la façon dont je fonctionne. Mon capteur de mise au point, tout en dans le centre. Je fais ma mise au point, puis je recadre après. Quand j'ai mon cadrage, je déclenche comme tel. L'objectif macro, oui, c'est une photo d'une abeille sur une fleur, mais on n'a aucune idée si c'est dans un jardin botanique ou dans la cour arrière ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'informations. J'ai isolé mon sujet. C'est ça l'objectif macro. Encore là, vous voyez la spirale, comment ça donne bien avec une fleur comme telle. Donc, les photos de fleurs, je pense tout le temps avec cette composition-là, pas mettre la fleur dans le milieu comme telle, pas nécessairement la mettre dans le milieu. Je ne veux pas faire de radical. Là. Même chose aussi, j'ai tassé ici. Puis le sujet, son corps pointe dans une direction. Ce que j'appelle le body language. Quand vous avez un être humain, un être vivant, comme tel, il y a une direction. Comme là, ici, je regarde dans cette direction-là, ici. Donc, je me laisserai de l'espace dans le cadrage pour m'exprimer. Bon, encore là, dans la jonction, le point fort comme tel. Ça, c'est fait avec une lentille macro. Ah, ça, c'est fait avec le téléphoto, le 70-200. OK. Et ça, c'est très français comme photo, hein, bleu, blanc, rouge. Ouais. C'est des marais salants, ça, ici. Donc j'ai tranché, parce que les couleurs étaient très fortes, j'ai tranché en 3 tiers vraiment, vraiment spécifiques comme tel. Et puis... le rouge, comme tel, c'est de l'eau, ils font du sel de mer, et c'est des crevettes qui vivent là-dedans. C'est ça qui donne la couleur rouge. Et puis, je peux vous dire que c'est salé. Où est-ce que c'est? C'est sur l'île de Bonheur, dans les Antilles néerlandaises. Ouais. C'est très joli, mais c'est une île, si vous ne faites pas de plongée, vous allez là en tant que touriste, je vous dis tout de suite, il y a 3 cactus, 2 ânes, 4 perroquets. Oui, il y a les montagnes de sel. Oui, les montagnes de sel. C'est ça. Dans le fond, il y a des flamants roses, mais je dis, c'est pas la place à Aruba, Curaçao, c'est beaucoup plus que c'est les îles de ABC qui appellent. Donc, vous voyez, ça là ici, la composition, ça aurait été facile de la mettre dans le milieu, puis beaucoup de gens l'auraient mis dans le milieu, mais l'assez plus bas, ça lui donne un sens. Même chose ici, être assis vers le bas. Et ici, dans le tiers du bas, le plan intermédiaire, l'arrière-plan comme tel. Donc, tranché vraiment en 3. L'autre ici, on rentre sur le petit jardin, puis on sort avec les canons de l'épave. Donc, j'ai mis une trajectoire dans la photo. Il y a des lignes directrices. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Comme tel. Oui? Pour revenir un peu, quand on voyage, vous apportez votre ordinateur avec vous quand vous voyagez? Oui, parce qu'avec le volume de photos que je fais, ça serait une caisse de cartes. Là. Parce que vous le prenez quand même en RAW quand vous voyagez? Toujours. Ben, surtout en photo sous-marine. Un voyage c'est très dispendieux, les voyages de photos sous-marines. Donc, il y a l'hébergement, mais chaque plongée vous coûte environ 100 $ par journée. Et donc, faire ça en JPEG parce qu'on veut sauver un peu. Et puis en plus, c'est un environnement de travail qui est tellement difficile. Les caméras ne sont pas faites. Les caméras, on s'entend, là, vos appareils photo sont faits pour le michoui chez Bob, le pique-nique chez Thérèse, la fête de Noël, les vacances en Gaspésie, des photos moyennes comme ça. Quand vous sortez ça, mettons, une photo de nuit et des trucs comme ça, l'appareil ne se sent pas à l'aise. Là. Il faut lui donner un petit coup de main. La même chose en photo sous-marine. On n'a pas les mêmes paramètres en photo terrestre qu'en photo sous-marine. Et ça là, ici, la caméra est à moitié dans l'eau et à moitié à la surface. Cette partie-là est éclairée au flash. Et ici, c'est la synchro-lente que je disais tantôt, là, qui est bien important. Bon. Facile à faire. Donc, ce qui fait la dynamique, c'est l'effet de mouvement comme tel. Ralentissez votre temps d'exposition. Au lieu de prendre s'entêter à vouloir arrêter le chien, j'ai pris un 30e de seconde
Et puis j'ai suivi le sujet en mode rafale, trrr, comme ça ici. Et c'est moi qui crée ce flou-là, comme ça ici. Très, très facile à réussir. Ça demande juste un peu de pratique. Et ceux qui sont passionnés de F1, ben, c'est une technique à utiliser parce que sinon, si je prends une Formule 1 à 1 4 millième de seconde ou 1 8 millième de seconde sur mon appareil, c'est arrêté. Hein? On est capable de voir tous les détails, la texture des pneus, etc., mais sauf que ça a l'air d'une voiture qui est en panne d'essence. Donc, avec cet effet-là, on a moins de netteté sur le sujet, mais on a avec les gamins, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui font du sport, c'est une méthode super pour donner un style différent à vos photos. Donc, toujours la règle des tiers. Vous voyez l'œil? Paf! Comme ça. Et c'est pas évident, je flotte dans l'eau. Je suis en train de flotter littéralement dans l'eau. Et puis, ils s'en viennent vers moi. Bon. Pourquoi j'ai réussi cette photo-là? Parce que j'ai été un excellent photographe d'oiseaux dans le passé comme tel. Et ma technique d'approche pour les oiseaux m'a servi dans ce cas-là ici. Parce que si je regardais un oiseau, je regardais tout le temps dans quelle direction il était pour s'envoler comme tel. Et quand j'ai vu les dauphins à la surface, j'ai demandé au type, jette-moi à l'eau, là-bas. Il me dit, ça va pas la tête. Je lui dis, laisse-moi faire. Bien, évidemment, ils ont fait la courbe comme ça, ils sont alentour du banc de sable, puis ils sont venus vers moi comme tel. Calmement, ta. Lui, ici, en passant, il est venu me frôler le nez. C'est un bébé comme ça ici. Tu sais, quand on l'a ramené à la maison, là. Donc, vous voyez ici la disposition des éléments. Bon, plutôt que de descendre ma ligne, c'est genre là, la ligne d'horizon est là, mais c'est mon sujet principal est ici comme tel. Non. La diagonale. Et ça, j'aime bien travailler la diagonale comme ça ici. Là. Ma diagonale, c'est la ligne. L'horizon ici, il n'est pas intéressant comme ça. Si j'ai de la roche, j'ai le rivage. Ça ne me sert à rien de mettre ça en moitié. Déjà, c'est un péché mortel de mettre ça en plein milieu. Puis ça ne sert à rien de le mettre au tiers parce que le gars qui fait la conférence, il dit « mets ça dans le tiers ». Il faut briser les lois comme telles. C'est pas intéressant. Le point, c'est la tempête qui s'en vient comme ça ici. Et ça fait partie de mes équipements, pas juste les genoux, là, mais un bon poncho, de bonne qualité. Parce que quand ça vous tombe sur la tête, à ce moment-là, vous mettez le poncho, puis vous êtes protégé, votre sac photo est en dessous. Fait que là, le trépied, lui, peut rester à la pluie, mais... Encore. Là, on sent la diagonale comme ça ici. Puis en plus, j'ai un cadre naturel pour mon sujet. On sent la diagonale comme telle. Vous avez remarqué, mes sujets, c'est du coq à l'âne. Hein, c'est un peu de tout. Mais la composition, ça va sur toutes les images. Pas juste, mettons, sur un type de portrait ou un truc comme ça. Donc, je fais beaucoup de photos de produits, des instruments de musique. Et ça, ici, j'aurais pu en mettre droite comme ça ici, mais ça aurait été statique comme tel. Et même chose ici. Donc, c'est les courbes. Et là, on sent la rangée, puis l'élément qui est tout seul, qui fait le contrepoids. Bon. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est les bras de flash sous-marin. Donc, c'est le truc qui joint la rotule, comme tel. Et là, c'est des trucs en métal qui ne sont pas tellement, excusez le terme, sexy. C'est des morceaux métalliques. Fait qu'il faut trouver un petit peu de couleur, puis rendre ça intéressant. Bon, on sent la diagonale. Il appelle ça on connaît Nemo. Oui. Nemo, c'est ce qu'on appelle un poisson anémone, ou un clownfish en anglais. Lui, il l'appelle le dirty clownfish. Parce qu'il a l'impression qu'il a roulé dans le suie, mais c'est sa couleur naturelle. Encore, vous sentez la diagonale du sujet comme tel. Et oui, là, est-ce que le piano était comme ça, puis le type, il jouait comme ça? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai simplement penché la caméra, et puis, il y a des sujets qui s'y prêtent bien comme ça. Quand vous avez des lignes fortes comme telles, lâchez-vous lousse, là. L'affaire, c'est que j'ai pas de mur, j'ai pas de cadrage, j'ai pas de point de référence qui me dit « t'es tout croche ». OK. On sent la diagonale, c'est sûr. Puis le pilote, qu'on voit très bien d'ailleurs, il est directement dans la ligne des tiers. Il faut passer vite, là, c'est avec un 500 mm avec un sujet c'est un jet, là, il n'est pas à l'arrêt, là. Fait que juste de le suivre, mais de composer en même temps qu'on suit le sujet. Encore là. Donc, j'ai une jonction ici, comme ça.
Et on sent la texture qui s'en va ici. Donc, ici, j'ai deux choix. Je peux interpréter ça avec des zones circulaires qui s'en vont comme ça, qui projettent dans cette direction-là. Mais j'ai aussi une texture qui est en diagonale comme ça ici. Mais les deux s'en vont dans le même sens comme tel. J'ai une diagonale. La masse noire, c'est elle. Là, c'est mon élément négatif comme ça ici. Mon sujet principal étant ça ici. Mais ça donne une perspective. Ça me dit où est-ce que j'ai été comme tel. Il faut se lever de bonne heure pour avoir des éclairages comme ça ici. Bon. Quand je viens travailler chez Lozo, mon cadran est à 7 heures. Quand je suis en vacances, mon cadran est à 5 heures. Si vous voulez vous lever tôt, prenez les vacances avec moi. Qu'on a une diagonale visuelle comme telle. Ça, c'est en Indonésie. Les couchers de soleil là-bas sont spectaculaires, sont tous aussi beaux un que l'autre. Et ouais, celle-là ici, ma photo, je l'ai prise avec la caméra comme ça. Tout simplement. Parce que quand je suis arrivé de même, il aurait été tout latéral comme tel. Fait que comme je n'ai pas de point de référence dessus, ben, je me lâche lousse. Surtout en photo sous-marine, on n'en a pas, à moins de travailler en dessous d'un quai. Bon. Encore là, un essence de diagonale qui est important. Et comme ça ici. Ça là ici, pour arrêter de l'eau comme telle, là, ça prend au moins, comme un roulis d'eau comme ça ici, il faut avoir à peu près 1 millième de seconde. Généralement, c'est ce que ça prend comme tel. Sauf que là, c'est un coucher de soleil. Donc, c'est important aussi de bien connaître son appareil, puis de penser à vos ISO comme tel. Là, mes ISO, il est monté à 1600. Ma caméra se comporte bien à 1600. C'est vendable, comme je dis. Mais j'avais une D200 à 1600 ISO, c'est un carré de tapis. Donc, ça fait partie des éléments qui me permettent de mieux composer, parce que si je n'ai pas la vitesse nécessaire pour ça, ici, j'ai un sujet qui est flou comme tel. Un bon test à faire avec votre appareil, c'est prenez les ISO, mettez-les en mode manuel, mettez-vous en mode programme chez vous, dans le confort de votre foyer. Prenez un objet qui est noir, parce que c'est souvent là-dedans que ça se casse les dents. Et puis commencez à 100, 200, 400, 800, 1600. Faites-les toutes par tranche, mettons, pas 100, 125, 160. Là. Puis après ça, prenez le temps de bien regarder sur un grand écran d'ordinateur. Ça va vous dire où est-ce que votre caméra, jusqu'à où elle est bonne comme telle. Donc, moi, j'achète une nouvelle caméra. J'ai 3 appareils D800. J'ai fait le test avec les 3 appareils. Ils sont pareils, sont identiques. Des fois, il y en a une qui est un petit peu différente des autres. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Je sais que je peux monter jusqu'à 1600. À 6400, une D800 de Nikon, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. Je ne joue pas dans ces trucs-là, à moins d'avoir une raison spécifique pour y aller. Les points de fuite. Donc, ça, c'est des lignes directives qui vont vous diriger visuellement, comme ça ici. Ah. C'est comme « Yo, man! » Et j'adore les chiens. J'ai eu un chien pendant 16 ans. C'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Et puis, à force d'être entouré de chiens comme ça, j'ai fait photographié tous les chiens de Notre-Dame-de-Grâce, incluant le Chihuahua de Côte-Saint-Luc. Et lui, je m'auto fait rigoler. C'est comme, qu'est-ce que tu veux, là? C'est comme se faire réveiller le matin, là. Alors, ça, c'est un autre point de fuite, comme ça, ici. Donc, on voit... ça amène vers un point commun qui se trouve exactement dans la jonction. Et pour ceux qui sont moins familiers avec les longues expositions, la raison qu'on ne voit pas la voiture, c'est tout simplement parce qu'elle se déplace trop vite pour rester dans la photo. Et les feux arrière sont assez forts qui gravent, en fin de compte, le capteur avec de la lumière comme tel. Ici, je suis le cours d'eau. C'est ce qui me fait voyager dans la photo. Donc, quand vous avez des cours d'eau, des routes, des trucs comme ça, servez-vous. On peut s'en servir comme porte d'entrée pour faire rentrer les gens dans la photo comme tel. Ici, mon point de fuite, c'est évident. On s'en va vers un point commun qui est dans le fond, comme tel. Ça, c'est un train. C'est le train de Noël de Canadien Pacifique. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des décorations de Noël. Genre, on le voit à l'arrêt comme tel. Ça, c'est une exposition de 8 secondes quand il rentre dans la gare, comme ça, ici, tranquillement. Trépied oblige, évidemment. Je suis toujours un peu à la recherche des images un petit peu humoristes, cocasses, comme tel.
Et puis les amateurs d'humour comme tel, là, c'est un grand humoriste, photographe, Elliot Erwitt. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un bonhomme des années 40. Ses photos, d'ailleurs, ses photos de chiens sont magnifiques. Faites une recherche sur Google, vous allez vous éclater avec Elliot Erwitt. Et c'est le genre de photo qu'il aurait fait comme ça ici, où est-ce que je m'en vais. T'sais. Donc, finalement, j'ai un point de fuite qui m'amène vers le fond comme tel. Bon. Ici, pas besoin d'un grillage pour voir que paf, paf, comme ça ici. La règle des tiers appliquée, puis mon sens de direction s'en va comme ça ici. Là, j'ai un beau point de fuite comme ça ici, qui est la convergence de la ligne d'horizon et de la berge comme telle avec les gens. Et quand les gens sortent de l'image comme ça, ici, je leur laisse un peu d'espace pour se déplacer comme tel en avant d'eux autres. Donc, ici, mes points de fuite, c'est comme ça ici. Le métro de Londres est magnifique en passant. Ça, c'est avec un œil de poisson, avec un fisheye comme tel ici. Et lui, c'est la jonction, c'est son regard qui nous amène vers son point de vision. Okay. Donc ça, c'est utilisant la route comme point d'entrée, comme tel. Et ça, le grand angle, il est utile pour ça ici, parce qu'il nous met beaucoup d'informations en avant-plan. Vous voyez ici, on voit la texture de la route comme ça ici. Pas parce que j'étais debout, hein, parce que j'étais à peu près à ça du sol, comme ça ici. Et ça là, la même chose, très proche de la chaussée, comme tel, grand angulaire pour un champ, pour avoir une ligne d'horizon. Mon point de fuite, c'est ça ici. Et on voit ici la jonction, comme celle. Et là, c'est la jonction de la réflexion, etc. Ça m'amène vers un point commun. Ici. Et celle-là, je veux la faire à Pazzo de ma belle-mère. 5000 pièces. Bon. Oui, madame, c'est ça que ça ressemble. Donc, point de fuite, comme ça ici. Et là, ici, on a une ligne conductrice dans l'image comme telle qui passe en travers de toutes les tiers de la photo. Là, ici, quand je parlais des lignes convergentes, comme ça ici, donc la vallée, la montagne qui rencontre l'autre, exactement. Vous voyez que le ciel, il n'y en a pas beaucoup de ciel. Pourquoi? Parce qu'il est gris, premièrement. Il ne sert pas à grand-chose. Il sert juste, mettons, à situer géographiquement, comme tel. Le grand angulaire, là, c'est avec un 10 mm. Je suis collé sur mon sujet à cause que je sais que ma mise au point est très, très proche. Beaucoup de profondeur de champ. Ça me situe. Au lieu de prendre ça avec une lentille macro puis vous dire, bien, c'est une photo de fleurs de montagne, j'ai dit non, c'est une photo de fleurs dans la montagne, comme ça. C'est ça le grand angle. C'est de mettre des choses en avant-plan, en arrière-plan, puis sur notre sujet. On a les lignes directrices. Comme ça ici. Ma ligne directrice, c'est la bordure lumineuse comme telle. C'est un autre produit sous-marin. C'est un anneau de métal comme tel. Souvent, la photo de produit, on est appelé à faire des photos de sujets qui sont banals, qui sont ordinaires, qui ne sont pas esthétiques comme tel. C'est tout l'éclairage qui fait la différence dans cette photo-là. Ici, on sent la porte d'entrée, c'est le hall comme tel. Et ça aussi, c'est avec un super grand angulaire. Ça m'a permis d'avoir la rampe comme ça ici. Donc, mon avant-plan, c'est ma porte d'entrée. Comme tel. Pour ceux qui... Oui? Ça Laval? Non. Birmingham, en Angleterre. Donc, c'est un village industriel délapidé. C'est genre qui date de 100 ans, là, donc les édifices mal entretenus, etc. Dans le milieu, il y a ce truc-là hyper moderne qui pouf, comme ça ici, qui est génial. De l'autre côté, c'est tout ouvert, puis c'est un centre d'achat. Un genre de promenade Saint-Bruno, mettons. Mais c'est évidemment que ce côté-là est intéressant comme tel. C'est pas gros, mais c'est long à photographier. Si on part de là, puis on veut s'en aller là, ça peut prendre facilement 2 heures, 2 heures et demie. Il y a des maudits bons pubs là, à côté. Là. À la fin, le trépied est bien utile. Donc, mes centres d'intérêt là-dessus, ouais. Je suis dans la règle des tiers. Et puis, moi, mes lignes directrices, c'est mon point d'intérêt principal, il est ici, comme ça, ici. Mais j'ai des lignes qui me font voyager dans la photo.
Ça, c'est à Bali, ça. Les singes, il y a une forêt où les singes c'est des singes sacrés. Si vous êtes tranquille, vous ne faites pas des gestes brusques, à un moment donné, vous allez avoir un singe qui est assis sur votre tête. Ah. On s'allait ici. On sent les escaliers qui nous amènent, qui se font traverser le travail de la photo. Et ici, la composition se fait dans ce sens-là. Ici, on sent la trajectoire. Et puis quand on a, mettons, une traînée de fumée ou comme les lumières de la voiture tantôt, ça nous amène à suivre. On commence tout le temps par le début de la traînée pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Non. Non. Donc, je finis dans ce coin-là. Ici, visuellement, je traverse dans le travail de la photo. Encore là, le grand angulaire. Ça, c'est à New York, cette image-là. Le grand angulaire avec sa profondeur de champ m'a permis de prendre l'horloge et l'édifice comme tel. Une des rares journées où le ciel est bleu à New York. Ça converge. Et on sent le regard comme ça ici. Donc, comme ça ici. Donc, le triangle formé comme ça ici. Donc, comme ça. Et ça, la plupart de ça, c'est fait avec un 70-200. Donc, ce n'est pas un super téléphoto. La luminosité est bien importante dans cette situation-là parce que vous êtes dans un sous-bois. Vous remarquez, je n'ai pas beaucoup de profondeur de champ à cause de ça. Le museau, il est flou un peu, comme tel. Mais si les yeux sont nets, vous tirez d'affaire assez bien comme tel. Donc, la plupart des gens ne le remarquent pas que le museau est net parce qu'on s'en va directement vers les yeux. Et lui, ici, il a une bonne mâchoire. Il m'a mordu. Ouais. Excusez, si vous êtes dans un sous-bois, vous mettez un flash? Pas tout le temps. Ça, il n'y a pas de flash là-dessus. J'en ai fait au flash, entre les deux. Au début, j'étais réticent à prendre le flash. Je me disais, ça va peut-être les agacer, comme tel. Puis finalement, à un moment donné, je n'avais plus le choix. Il était trop sombre. Là, ça s'est ennuagé. Là, je finissais avec des temps d'exposition à un 15e de seconde. J'ai dit non. Par contre, ce qui m'a sauvé, je ne les ai pas là-dessus, ces photos-là, mais j'ai un contrôle de flash. Vous avez tout un contrôle sur votre flash. Là. Je ne veux pas faire une conférence sur la photo de flash, malgré que ça serait utile parce que bien des gens connaissent mal leur flash. Vous avez deux choses. La synchronisation lente sur le flash, donc cette position-là. Et vous avez aussi, dans les menus, la plupart des appareils photo, on peut corriger l'exposition du flash. Donc, on a un menu de correction d'exposition qui est apparent sur le dessus de la caméra, qui est accessible. Souvent, dans les menus, soit de la caméra ou encore sur le bouton sur le côté, sur un icône, on peut corriger strictement le flash. Dire au flash, diminue la puissance du flash. Et ça fait des photos assez intéressantes parce qu'on contrôle le flash, on ne se laisse pas contrôler. Et ici, bon, la convergence, mettons des lignes du body language, là, le langage corporel, puis la direction comme telle. Et finalement, ce que j'ai remarqué, il nous regarde très rarement. Donc, encore là. Donc, ouais. C'était gros, lui. Il faisait à peu près. Commodore? Non, c'est aux îles Caïmans. Ça aussi, je vais prendre 2 secondes. C'est important, ça, parce que on était sur une île, c'est un voyage de plongée sous-marine. On a 70 photographes sous-marins. C'est comme une compétition photographique de photos sous-marines. Il y a une iguane qui se tient à côté du bar. Il n'est pas alcoolo. Et là, tout le monde est à côté. On est pas mal tous super équipés. Trop mon oncle gadget, à mon avis. Là. Fait que tout le monde est à 70-200, puis ils sont tous debout en train de prendre la photo de l'iguane. Fait qu'ils ont toute la gang, ils ont regardé la photo, ils ont toute une iguane sur une dalle de béton. Moi, je me suis couché à plein ventre, puis j'ai rampé graduellement, je me suis avancé, puis si vous remarquez, j'ai du ciel, puis j'ai de la végétation comme ça. Ici, la dalle de béton, on ne la voit pas. Puis une iguane, même si ça a 5 pieds, c'est jamais plus haut que ça ici. Pourtant, vous voyez le dessous de la gorge comme tel. Parce que je suis plus bas que l'iguane. Simplement. Question d'inconfort, oui, parce que si genre se mettre à plein ventre sur du béton qui est chaud, dans un wetsuit, c'est pas ce qui est le plus confortable, mais la fin justifie les moyens. Donc, votre position, là, je suis bien fervent de ça. On n'est jamais au bon endroit quand on arrive. C'est pas vrai que « Ah, wow, as-tu vu? »
Comme ça. Non, excusez, là, il y a sûrement un angle plus intéressant comme tel. Donc, les points de fuite sont évidents, comme ça ici. Et là, on arrive dans les textures, les motifs comme tel, où ce que, mettons, le motif ou la texture prend le dessus sa composition. De ça ici. Bon, celle-là, j'en ai deux versions de cette photo-là. Une où c'est vraiment abstrait comme ça, ici on voit les lignes en diagonale comme ça. Puis j'en ai une qui est un peu plus basse, où ce qu'on voit les montagnes de la Californie en arrière. Donc celle-là est plus indicatif. Mettons que l'album photo, je mettrais l'autre avec les montagnes, parce que ça indique où ce que j'étais. Celle-là, je l'accrocherais sur le mur. Fait que vous avez deux types de photos quand vous voyagez. Hein? Vous avez les photos qui sont graphiques, qu'on veut mettre sur le mur, puis celles qu'on veut raconter l'histoire. Donc, il faut mettre plus d'informations dans ceux-là qu'on va mettre dans l'album photo. Ça, c'est l'édifice de tantôt. Donc, tantôt, vous avez vu une vue d'ensemble. Là, c'est une vue au grand angle avec un 14 mm, où ce que je prends. Donc, ici, j'ai une convergence comme ça ici, puis j'ai une diagonale comme telle. Et le sujet principal, on le sent ici tout de suite. On n'a pas à se casser la tête pour le comprendre. Pourtant, il n'est pas dans le milieu, il est simplement... Pourquoi? Parce qu'il est tout coloré, lui, il est plus pâle. Et puis, je vous passe le message en même temps. Si vous cherchez des gouttes d'eau comme ça, ici, sur des feuilles comme ça, ici, ça n'arrivera pas, là. Parce qu'il y a une feuille, il y a un côté qui est absorbant, il y a un côté qui est résistant. Là. Fait que si ça va comme ça, ici, c'est à l'envers, les gouttes d'eau vont perler dessus. Si c'est comme ça, les gouttes d'eau vont être absorbées. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Donc, encore là, c'est un motif, mais c'est le jeu de lumière avec et des ombres et des lumières qui fait la composition là-dedans. Bon. Une règle, c'est pas une loi. On peut facilement briser. Vous voyez, mon sujet est dans le milieu, j'ai pas le choix. Dans le milieu, lui, il est plus dans le tiers, en bas. Mais celui-là, ici, avec la réflexion, etc., ici, dans le milieu comme tel. De mettre quelque chose dans le milieu, personne ne va vous mettre en prison. OK? Je vous le dis tout de suite. C'est juste qu'à un moment donné, ce n'est pas tous les sujets qui s'y prêtent. Avec quel genre de flash vous faites ça? Ça, c'est... là, j'ai deux flashs de Nikon, des Cobra, mais débranchés de la caméra comme telle. Et ça, je vais expliquer un peu le processus. C'est des photos qui sont faites avec un compte-gouttes électronique qui envoie les gouttes que je peux contrôler, qui passe en travers une barrière infrarouge, qui déclenche un ordinateur, qui déclenche mes flashs. Et puis, le temps d'exposition là-dessus est de 1 seconde, en lumière atténuée. Donc, la salle est noire. Je déclenche la caméra pendant 1 seconde, je pèse là-dessus. Ça prend peut-être un quart de seconde pour le processus au complet. C'est juste que de brancher la caméra sur l'ordinateur, pour le délai mécanique du miroir qui monte, qui descend, c'est trop imprévisible comme tel. Les flashs sont à combien? Ils sont pas à 1 point, là, ils sont... Non, à 1/16e de puissance. 1/16e de puissance, ce qui me donne à peu près un 7 millième, un 8 millième de seconde comme tel. Si je pourrais faire la même photo en lumière ambiante avec un 8 millième de seconde sur ma Nikon, mais l'éclairage que je devrais apporter pour arriver à un temps d'exposition aussi rapide que ça serait un sauna dans le studio. Là. Donc le flash, il arrive parce que les flashs, en fin de compte, le flash est ici. La goutte est là, puis le flash est à peu près à cette distance-là ici. Donc, je n'ai pas besoin de puissance. Et quand vous réduisez la puissance d'un flash, on augmente sa vitesse comme telle. Donc, un flash, si je le mets à 128e de sa puissance, mon flash, il donne, je pense, 200 millième de seconde. Un truc de débile, de fou, là. C'est genre que j'ai pas besoin, de toute façon, pour faire ces photos-là. Celui-là ici, la réflexion fait que... Puis j'ai l'onde de choc ici, donc évidemment, je ne peux pas la mettre d'un côté ou de l'autre, sinon je coupe mon onde de choc. Ça, c'est deux gouttes qui se frappent une par-dessus l'autre. C'est ça qui crée l'effet de champignon. Et ça ici, la composition, vraiment, la règle des cercles ne s'applique pas, c'est juste les courbes comme telles. On a un sens de direction à cause de l'échelonnage des courbes. Et ça ici, c'est des bols de verre transparents. Qu'est-ce qui fait? C'est l'éclairage qui fait toute la composition. Parce que sinon, mettez 3 bols de salade transparents, un en arrière de l'autre, puis dites-moi que c'est beau à voir. C'est un peu le métier de photographe de produits. Souvent, on vous donne des trucs à dormir debout.
mais c'est l'éclairage qui va faire la différence. Puis ça, ben, la règle des tiers, bye-bye. Ça, c'est vraiment un œil de poisson. C'est un œil de poisson circulaire. Et un poisson voit la vie comme ça ici. Quand il nous regarde, il nous voit à travers un champ de vision comme ça ici. Encore. C'est le même que tantôt. Il n'est pas bidonnant un peu. Là. Il s'appelle Belvédère. Donc ici, la tête est comme ça. Ici, mais mon point de fuite, c'est son péteux. Et là, ici, je joue avec la tension du papillon, puis son nom comme tel. Papillon est au flash en passant. Et ça s'en vient, hein, les jardins botaniques, les papillons en liberté, là. C'est déjà commencé, OK. Bon, je prends rendez-vous lundi. Et puis... Ouais, dans la semaine, c'est moins stressant pour les papillons, puis pour moi aussi. Donc, là, ici, dans la photo de produit, souvent, donc l'éclairage, c'est ça qui fait la photo. Mais le sujet, souvent dans la photo de produit, on nous demande de le mettre dans le milieu comme tel. Fait que c'est juste de bien le placer comme tel. Ça a été vite, hein? Donc, on est une demi-heure en avance, parce que ça nous laisse plus de temps pour les questions. Oui? Moi, j'ai une question par rapport au stabilisateur sur le capteur ou sur les objectifs. Excusez, j'ai mal entendu. Les stabilisateurs Oui? sur les optiques et dans la caméra, il y en a un aussi pour le capteur. Oui. Ces options-là sur certaines caméras. Là, On peut mettre ça on et off. Oui. Dans quelles circonstances et quand on l'utilise, est-ce que c'est au détriment de quelque chose? Non, généralement, quand on est à main levée, on veut avoir le stabilisateur, on veut tous les avoir, on veut avoir le maximum de stabilisation possible, surtout avec les téléphotos, c'est important, puis en basse lumière. Quand vous mettez la caméra sur un trépied, vous stabilisez de facto la caméra comme telle. Si vous mettez le stabilisateur dessus, le stabilisateur va chercher ses vibrations, il va chercher à stabiliser la caméra. Puis souvent, il finit par créer ses propres vibrations. C'est pour ça qu'il y a une switch off. Sinon, il serait tout le temps on comme tel. Donc, soit sur le capteur ou que ce soit sur l'objectif, c'est comme Chevrolet qui dit ma radio est meilleure que celle de chez Ford. C'est deux méthodes différentes, mais ça fait le même boulot comme tel. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 mm, 50 mm? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la longueur focale du centre de l'objectif au plan film ou le capteur comme tel. Donc, plus la distance est courte, plus le champ de vision est large. Si vous voulez faire l'exercice, c'est facile à faire. Ça marche tout le temps sur le système métrique. Bon, à part pour les Américains. Là. Nous autres, ici, prenez une loupe. C'est genre Vulgarus lupus, c'est un genre que vous achetez, que vous avez à la maison, etc. Prenez-la devant la fenêtre, mettez une feuille de papier, puis avancez-la, puis reculez. Puis jusqu'à temps que vous voyez l'image de la fenêtre, comme ça ici. Puis mesurez cette distance-là. Généralement, la plupart des loupes, c'est des 100 mm. Donc, vous allez avoir la focale. Et puis, on peut même se faire des objectifs soi-même avec 2 tubes de carton puis une loupe, comme ça ici. Pour la qualité optique. Mais pour le portrait, ça peut être intéressant. Donc, quand on parle de 7 mm, ça veut dire que le centre de l'optique, vous avez remarqué que souvent les objectifs grand angle sont assez compacts. Le centre d'optique est à peu près à cette distance-là du capteur comme tel. OK. Il y a des fois, mettons, un 500 mm qui finalement est un demi-mètre comme ça. Si j'en prends un qui est catadioptrique, 500 mm n'est pas plus gros que ça. Pourquoi? Parce que c'est un système optique qui fait rebondir comme ça. Un grand angle aussi, des fois, vous voyez, ça c'est un 14 mm et c'est gros, mais c'est parce que c'est un 2,8. Donc, finalement, c'est une distance pas autant physique qu'une distance optique. La convergence des points, où ce que le croisement de l'optique se fait. Et quand on parle d'un zoom, c'est pour ça qu'il y a des éléments optiques qui changent le point central de la distance focale, comme tel. La lentille d'en arrière, la lentille d'en avant, la distance, ouais, le croisement entre en arrière. C'est exactement ça. On pourrait avoir un 7 mm, mettons, si je prends un micro 400, j'ai un 7 mm, il y a le cercle d'image, il n'est pas gros à couvrir. C'est un objectif très compact. Mais si je prends, mettons, j'ai un 8 mm qui est immense, mais il faut qu'il couvre 24-36. Donc, la formule optique, elle demande des éléments plus gros, etc., mais le croisement se fait au même endroit. Il y a aussi, des fois, ce qu'on appelle souvent le point nodal, mais c'est le centre optique d'un objectif. Il peut arriver sur certaines caméras que le centre optique
il est pas ici, il est en avant de l'objectif comme tel. Pour ceux qui font de la photo panoramique, il faut centrer l'appareil sur son centre optique pour quand on prend des photos comme ça ici. Mais des fois, on est surpris parce que le centre optique est à l'extérieur de l'objectif comme tel. C'est rare, mais ça arrive. Et ça, vous avez les flashs sont TTL aujourd'hui, etc. Sur les photos que vous avez vues, les gouttes d'eau, etc., c'est jamais en TTL. Il m'arrive très souvent de travailler. Il m'arrive plus souvent de travailler en mode manuel avec mes flashs qu'en mode TTL. Pourquoi? Parce que le TTL est influencé par beaucoup de facteurs comme ça. Si je prends, mettons, une feuille blanche pour la photographie, alors, la caméra et le flash vont vouloir la rendre grise comme telle. Donc, je peux faire une compensation d'exposition ou je peux travailler en mode manuel comme tel. En micro 4 tiers, on a des formats beaucoup plus carrés, c'est carré. Oui. Est-ce qu'il y aurait des règles particulières à tenir compte en termes de géométrie? Non, la règle des tiers s'applique. Elle s'appliquerait même sur mettons, un format, les anciens formats 2 quarts, 2 quarts, une image carrée comme telle. C'est juste la disposition, c'est d'éviter, mettons, de centrer notre sujet, puis de le disposer, mettons, qu'il s'aille contrebalancer un espace négatif et un espace positif. Dans vos photos paysages tantôt, votre règle des tiers était soit horizontale, soit verticale. Mm-hmm. Quand elle était horizontale, le vertical était au centre. Qu'est-ce qui est le mieux? On est-tu mieux de cadrer au tiers horizontal ou au tiers vertical? Ça va dépendre des éléments dans la photo. Donc, en général, il y a deux choses. En tant que photographe, là, la première chose qu'on considère quand on arrive devant un sujet, la lumière. Qu'est-ce qu'on a comme lumière? Ça nous donne beaucoup d'informations sur l'ouverture qu'on va travailler, la vitesse, etc. Deuxièmement, comment est-ce que je traite mon sujet, comment je le compose. Alors, si, mettons, j'ai un pain, c'est une presqu'île, et puis j'ai un lac, un beau coucher de soleil comme tel, le pain, je ne le mettrai pas dans le milieu. Ça devient un élément graphique. Donc, je mets mon pain comme ça ici. Puis après ça, ma ligne d'horizon, si c'est le ciel qui est intéressant, je vais descendre mon ciel, ma ligne d'horizon au moins dans le tiers du bas. Sinon, même plus bas si ce n'est pas intéressant, mais je vais garder un cadrage, mettons, mon pain, ma ligne d'horizon, pour que le pain soit dans un des tiers, puis la ligne d'horizon. Encore là, toute règle est brisable. Les lois en photo, tu peux pas arriver, te lever un matin, tu dis, je fais toutes mes photos aujourd'hui à 1 millième de seconde à F22. Il y a des lois qui régissent la photographie qu'on ne peut pas briser. Mais des règles, c'est plus dans l'esthétique comme tel. La règle, ça va aussi loin que le focus. Donc, combien de fois, depuis temps, si vous allez sur Instagram, à un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de photos avec très peu de profondeur de champ ou carrément un flou. Ce qui était impensable il y a 25 ans. Mais ça, c'est une règle. C'est une règle. La règle dit qu'on devrait tout être net au focus. On la brise, puis on a des images qui sont très, très jolies. C'est pas mon style, personnellement. Je ne suis pas porté à le faire naturellement, mais je concède que quand c'est bien fait, ça peut être très, très beau.